Bon, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Olivier Lucidarme. Donc, ce matin, c'est moi qui vous fais le show. Je vous fais l'échographie de la rate et ensuite l'échographie de contraste. Alors, il y avait écrit échographie de contraste en pathologie hépatique. Comme il y a un peu plus loin encore un autre cours qui concerne l'échographie un peu l'échographie de contraste, enfin la sémiologie focale hépatique, j'ai aussi fait un peu un panorama de l'échographie de contraste. Alors, on va commencer par l'échographie de la rate, on a 1 heure pour ça, et ensuite on fera une petite pause et on fera l'échographie de contraste. Alors pour l'échographie de la rate, je pense qu'on peut, voilà, c'est compliqué parce que c'est le grand oublié de l'abdomen, la rate. Quand on a un truc dans la rate, on se dit toujours, oh là là, catastrophe, qu'est-ce que c'est que ce truc, quelle galère. Donc on va essayer de structurer un petit peu le raisonnement de l'échographie de la rate. Tout en étant assez simple, on ne va pas faire toutes les pathologies de la rate parce qu'il y en a des tonnes. Alors, en fait, il y a 2 grandes situations cliniques. Eh bien, heureusement que c'était 9h30. Salut. C'est les ascenseurs ? C'est moi qui verrouille à 9h30. Tous ceux qui sont en retard. L'avion est décollé, c'est trop tard. Ouais. Je fais une petite pause dans 1 heure et puis après j'enchaîne avec l'écho de contraste. Et puis je suis ton programme. Bon, donc je disais, la rate, il y a 2 grandes situations. Il y a la rate témoin de pathologies autres, générales, qui n'ont rien à voir avec la rate, mais la rate en est un témoin. Et puis, il y a la rate en tant que telle, avec des pathologies spécifiques. Alors, vous allez vite voir que la rate en tant que témoin de pathologie générale, en général, c'est juste un problème de taille, de splénomégalie. La rate en tant que pathologie spécifique, et ben là, par contre, c'est plus des douleurs, des choses qui orientent vers la rate. Et en particulier, il y a une situation très classique, et quand on fait une échographie spécifiquement pour la rate, c'est quand il y a de la fièvre et des douleurs de l'hypocondre gauche parce qu'on cherche un abcès. Sinon, en général, on ne fait jamais d'échographie pour la rate, on fait une échographie abdominale et on est attiré par la rate. Donc on va voir toutes ces situations. D'abord, on va régler le problème de la taille de la rate. Alors, moi, je suis un fervent opposant à tout ce qui est mesure dans la cavité abdominale. Quand vous faites des échographies, vous vous contentez de mesurer des organes. Et ça, c'est pas un relevé topographique de la cavité abdominale. L'échographie, c'est pas, je ferai le foie, je le mesure, donc je l'ai vu. Je regarde les 2 reins, je les mesure, donc je les ai vus. Je regarde la rate, je la mesure, donc je l'ai vu. Non. Donc moi, ce que j'incite, ce que j'essaye de promouvoir, c'est on ne mesure rien. On regarde, on réfléchit. Les mesures, on s'en fout. Sauf si la mesure, elle a un intérêt quelconque dans le raisonnement que vous êtes en train de faire en faisant l'échographie. Donc je ne vais pas mesurer le rein pour savoir s'il fait 11,7 ou 12,2 cm de longueur, je m'en fous complètement. Par contre, si je le trouve petit, je vais le mesurer. Ou si je le trouve asymétrique par rapport à l'autre, je vais le mesurer parce que je vais me poser une question. La rate, c'est un peu pareil. La rate, quand elle est normale, on s'en fout des mesures. Et par contre, on va devoir la mesurer quand on a l'impression qu'elle est grosse ou parce qu'on a besoin de cette taille de rate pour alimenter un raisonnement. Par exemple, j'ai l'impression qu'il y a des signes d'hépatopathie chronique. Je voudrais bien savoir si la rate est grosse pour savoir s'il y a des signes d'hypertension portale associés, donc je vais la mesurer. Alors comment la mesurer ? Alors il y a des tas de papiers qui ont mesuré de manière scientifique, on va dire, le volume de la rate, qui est connu devant être entre 100 et 265 millilitres, environ 150 millilitres. Ça ne nous avance pas en échographie, ça ne nous apporte rien. Alors après, il y a des statistiques sur la longueur, la largeur, l'épaisseur de la rate. Je vous les ai données, mais on s'en fout. Après, il y a des gens qui ont proposé l'index splénique, c'est-à-dire de mesurer la hauteur, la longueur et la largeur, de les multiplier, et donc de faire le volume d'un rectangle, d'un parallélépipède dans lequel s'installerait la rate. Alors voilà, ça ne doit pas dépasser 480 cm3. Là encore, on s'en fout, c'est le contraire de pratique. Ça ne sert à rien de faire ce genre de choses. Après, il y a des choses plus simples. Et plus c'est simple, plus c'est facile et reproductible. Donc il y a des choses qui sont la plus grande dimension oblique de la rate. C'est souvent ce que vous faites.
Vous prenez la rate, vous mettez la sonde un peu dans n'importe quel angle et jusqu'à ce que vous la trouviez la plus grande et puis vous faites une mesure oblique. Et en général, on dit qu'il y a une splénomégalie quand cette plus grande mesure oblique fait plus de 12 cm. Par exemple, une mesure qui irait voilà, de là à là, comme ça. Bon, ok, ça c'est très répandu, mais le problème c'est que c'est peu reproductible d'un observateur à l'autre parce que vous allez incliner la sonde comme ça, un autre comme ça, un autre comme ça, et puis finalement... Et puis c'est pas comparable au scanner et à l'IRM. Vous allez vous retrouver avec des mesures qui n'ont rien à voir avec ce qu'on peut voir en scanner ou en IRM où on a des reconstructions axiales ou coronales. Donc moi ce que je vous propose, c'est une méthode très simple qui est la mesure de la hauteur vraie de la rate, tout simplement, comme celle que vous feriez en scanner ou en IRM sur une reconstruction coronale. Comme ça, c'est reproductible d'un examen à l'autre, parce que tout le monde fait la même chose, c'est-à-dire on fait une coupe coronale, donc ici, de la rate, donc en hauteur vraie, et on mesure sa hauteur vraie, c'est-à-dire de la coupole diaphragmatique jusqu'à la verticale qui descend en regard de la pointe de la rate. Voilà. Ça, c'est simple, c'est reproductible, ça va au scanner, ça va en IRM, et ça va en échographie, et en plus, si tout le monde fait une coupe coronale vraie et mesure la hauteur vraie, c'est très reproductible d'un opérateur à l'autre. Et dans ces cas-là, la splénomégalie est définie quand la rate mesure plus de 10 cm de hauteur vraie, donc quand la flèche de la rate est supérieure à 10 cm. Voilà. Alors après, évidemment, si vous avez quelqu'un qui fait 2,15 m et qui a une rate très longiligne, très fine et qui fait 12 cm, vous n'allez pas dire qu'il y a une splénomégalie. Par contre, quelqu'un qui est très Rabelais, qui a une énorme rate toute ronde mais qui ne dépasse pas 10 cm, vous n'allez pas dire qu'elle est normale. Rien n'empêche ensuite d'être malin. Mais grosso modo, une rate qui a une forme normale et qui ensuite est mesurée sur une hauteur vraie. Vous avez par exemple ici un exemple, hein, la rate ici fait 6 cm, elle est normale, et ici elle fait 13,7 cm, elle n'est pas du tout normale. Après il y a un autre point qu'on peut regarder, c'est le pôle inférieur de la rate toujours sur une coronale vraie par rapport au pôle inférieur du rein. Si ça déborde le rein, souvent c'est qu'il y a une splénomégalie. Mais encore, vous voyez qu'ici, cette rate qui à l'évidence est grosse ne déborde pas le pôle inférieur du rein. Donc tout ça, c'est très relatif. Encore une fois, vous ne devez mesurer la rate que lorsque vous avez besoin de cette information pour raisonner au moment où vous faites l'échographie. Sinon, on s'en fiche. Si elle est normale, elle est normale. Si elle est petite et qu'elle fait 4 cm ou qu'elle fait 6 cm, ça ne change rien à votre raisonnement. Ça ne sert à rien de la mesurer. Alors ensuite, quelques autres choses à connaître, quelques images normales, de rate normale à connaître. D'abord, il peut y avoir des lobulations spléniques. Vous savez que la rate, au départ, dans la vie embryonnaire, c'est plusieurs noyaux séparés qui fusionnent entre eux, d'où les rates accessoires qui sont des noyaux qui n'ont pas fusionné. Et des fois, ça fusionne en laissant des lobulations. Ces lobulations, on les voit en général assez facilement au scanner. En échographie, on les voit aussi. Ça peut faire des images un peu pièges en cas de traumatisme. Mais dans un cas normal, vous voyez ces petites incisures linéaires qui sont juste des lobulations fétales de la rate qui persistent. Quoi d'autre encore dans les variantes, les choses normales, la fameuse rate accessoire. Donc la rate accessoire, finalement, le problème de la rate accessoire, c'est le diagnostic différentiel potentiel avec une tumeur de la queue du pancréas ou avec un nodule surrénalien. Alors comment on va faire la différence entre les deux ? Eh bien, au scanner, en général, on dit on va chercher le pédicule vasculaire qui, enfin d'abord, il faut que ce soit identique à la rate, même cinétique de rehaussement, etc. Et en échographie, c'est pareil. Il faut qu'elle ait la même écostructure. Vous voyez sur cette image que la rate accessoire a exactement la même écostructure que la rate proprement dite. Mais vous voyez aussi que là, on a la queue du pancréas, ici. Donc ça pourrait être aussi une tumeur de la queue du pancréas. Alors comment faire pour différencier tout ça ? En échographie, c'est très difficile de trouver ce fameux pédicule vasculaire qui vient du pédicule splénique et qui va vasculariser la rate. Ça se voit au scanner, mais en écho, c'est quand même un peu chaud. Donc vous n'avez pas grand-chose. Vous avez l'échogénicité. Il faut vraiment que ce soit la même échogénicité. Là, on sait que ce n'est pas une tumeur du pancréas parce que ça a vraiment la même échogénicité que la rate. Si c'était une tumeur du pancréas, notamment un adénocarcinome, ce serait plus noir. Et si c'était un kyste de la queue du pancréas, ce serait plus noir aussi. Et puis, vous avez les nodules surrénaliens. Et là, la différence, c'est en faisant respirer le patient. Si ça bouge exactement comme la rate, ça va être plutôt intrapéritonéal et donc une rate accessoire. Un nodule surrénalien, ça ne bouge pas trop. Il faudrait la laisser ouverte, la porte, parce que, je sais pas, vous ne pouvez pas mettre un truc pour la coincer. Et puis, parce que c'est ridicule, cette histoire-là. Ouais, voilà. Merci. Mettez la poubelle devant la porte pour pas qu'elle se ferme.
Merci. Parce que sinon, toutes les 5 minutes, ça va être pareil. Voilà, merci. Voilà. Alors maintenant, on va passer dans les choses. Donc voilà, les normales. Bon, c'est voilà, avec un peu d'expérience, on y arrive très vite. Et puis, je vous recommande chaudement la hauteur vraie de la rate, mais ça, je vous ai donné toutes les informations pour la mesurer. Au cas où ça vous plairait pas et que vous vouliez faire autrement, je vous ai donné les différents index dans la littérature. Alors, la pathologie splénique. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la pathologie splénique? Eh bien, il y a 4 grandes pathologies spléniques. Finalement, il y a les malformations de la rate. Elles ont un intérêt, ces malformations, parce qu'elles doivent faire rechercher d'autres pathologies. On va voir. Ensuite, comme je vous l'ai dit en introduction, c'est souvent le témoin indirect d'une pathologie plus générale ou distante. On va voir. Ensuite, il y a des pathologies spécifiques qui touchent la rate. On va les voir. Et enfin, la rate, vous savez tous que c'est l'organe favori qui se casse en cas d'AVP. Et donc, c'est aussi un organe qui est très sujet aux traumatismes abdominaux. Et on va voir ça. Donc, on va voir ces 4 points-là. Et on va commencer par les malformations qui doivent faire rechercher d'autres fréquemment associés. Alors, c'est lesquels? Vous les connaissez tous, c'est la polysplénie, donc le syndrome de polysplénie. La polysplénie, quand on fait l'échographie, alors je vous ai dit tout à l'heure qu'il pouvait y avoir des incisures qui restent sur la capsule de la rate. Bon, d'accord. Mais là, c'est carrément tous les noyaux embryonnaires de la rate n'ont pas fusionné. Donc, vous voyez, à l'échographie, ça fait une succession de petites rates accessoires les unes à côté des autres. Et voilà l'équivalent en IRM, par exemple. Donc ça, quand vous voyez ça, il y a 2 possibilités. La première, c'est que c'est un syndrome de polysplénie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de fusion des noyaux constitutifs de la rate à l'état embryonnaire. S'il n'y a pas de fusion des noyaux constitutifs de la rate à l'état embryonnaire, il s'est passé des tas d'autres choses dans les migrations des tissus que vous allez retrouver. Deuxièmement, ça pourrait être aussi une splénose. C'est-à-dire un traumatisme de la rate qui a éclaté, on l'a enlevé, il y avait des tas d'éclats spléniques qui sont restés et qui ont redonné des petites rates parce qu'elles ont grossi individuellement. Là, il y en a trop et ça ressemble trop à une rate pour que ce soit une splénose, donc c'est un polysplénie. Alors les polysplénies, qu'est-ce qu'il y a avec la polysplénie? Il y a plein de malformations qui sont plus ou moins associées, parfois, pas toujours, ou certaines, pas d'autres, etc. Donc d'abord, la première des choses, c'est qu'il y a des situs ambigus, soit des malformations cardiaques, soit des dextropositions, soit des situs inversus carrément. Non, laissez la poubelle là s'il vous plaît, sinon la porte reste fermée. Ouais, alors vous restez à côté, vous l'ouvrez chaque fois que quelqu'un arrive. Hein. Non, d'accord. Donc là, par exemple, c'est un exemple de mésentère commun. D'accord, vous avez le côlon gauche, vous avez le côlon à droite ici, et vous avez les anses grêles, l'inverse, pardon, le côlon à gauche et les anses grêles à droite. Il y a des agénésies de la veine cave inférieure. Donc quand vous avez un syndrome de polysplénie, regardez la rate. En général, il n'y a pas de rate en arrière du... Quand vous avez un syndrome de polysplénie, regardez la veine cave. En général, il n'y a pas de veine cave inférieure en arrière du foie. Donc il y a des continuités azygoses, etc. Je ne détaille pas, mais vous voyez ici, là, vous avez la grosse veine azygose, pas de veine cave, et puis vous avez la polysplénie. Il y a des malformations de la veine porte, par exemple une malposition. Vous avez le pancréas qui est là et vous avez la veine porte qui est devant. Donc ça s'appelle une veine porte préduodénale. Vous avez des pancréas annulaires, vous avez des pancréas courts. Regardez ici, c'est un exemple de pancréas court. Vous voyez, la queue du pancréas s'arrête ici. C'est vraiment un tout petit pancréas. Voilà, vous avez comme ça aussi des sténoses digestives, vous avez des microcolons, vous avez des atrésies plus ou moins sévères des voies biliaires. Alors ça, c'est plutôt diagnostiqué chez l'enfant, l'atrésie des voies biliaires, puisque la polysplénie, ça peut, quand ça s'accompagne d'atrésie des voies biliaires, c'est tout de suite diagnostiqué dès la naissance, évidemment. Donc, vous voyez, dès que vous avez un aspect de polysplénie, que ce soit au scanner, en IRM, mais surtout à l'échographie, puisqu'on parle d'échographie aujourd'hui, il faut regarder, déplacer la sonde, regarder si le foie est du bon côté, regarder s'il y a une veine cave derrière le foie, regarder la veine porte par rapport au pancréas. Et si vous avez tout ça, vous avez un syndrome de polysplénie. C'est pas, quand c'est découvert à l'âge adulte, c'est que c'est bien toléré, et en général, c'est asymptomatique. Quand c'est découvert chez l'enfant, c'est qu'en général, c'est mal toléré, qu'il y a eu des volvulus sur mésentère commun, qu'il y a eu des atrésies des voies biliaires, etc. Alors maintenant, passons à autre chose, qui est la rate témoin de pathologies plus générales et distantes. Alors là, il y en a beaucoup.
Mais finalement, ça se traduit toujours par la même chose, c'est-à-dire c'est une splénomégalie homogène. Donc vous voyez, il y a la congestion, donc il y a l'hypertension portale, l'insuffisance cardiaque, les infections, les thromboses veineuses, les leucémies. Et après, il y a les surcharges, donc tout ce qui est hémopathie, tout ce qui est amylose, tout ce qui est sarcoïdose, tout ce qui est lymphome, etc. Ça va donner ces aspects de splénomégalie. D'accord? Donc, oui, voilà, il dit qu'il ouvre, mais il n'ouvre pas. Il y a un problème là. Bienvenue. Je sais, j'avais mis une poubelle, mais le type est venu l'enlever. Remettez la poubelle. Tant qu'il ne l'ouvrira pas, on laissera la poubelle. Merci. Donc, il y a deux, grosso modo, comment s'en sortir avec ces splénomégalies je vous ai fait un tableau qui donne déjà une orientation. Vous voyez, quand la splénomégalie est modérée, pas très importante, ça va plutôt être l'hypertension portale, l'insuffisance cardiaque, les infections, etc. Quand la splénomégalie est énorme, ça va plutôt être une thrombose veineuse, des leucémies, des lymphomes, des angiosarcomes, etc. Mais grosso modo, ce n'est pas si fiable que ça. Et donc, grosso modo, toutes les splénomégalies homogènes, ça peut donner, il faut raisonner par grands items. Est-ce que c'est de la congestion? Est-ce que c'est de la surcharge? Si c'est de la surcharge, est-ce que c'est de la surcharge métabolique ou cellulaire? Si c'est cellulaire, ce sera plutôt des hémopathies. Si c'est métabolique, ce sera plutôt des maladies de Gaucher, des amyloses, des choses comme ça. Et puis, si c'est de la congestion, ça va être tout ce qui va empêcher le retour veineux, donc une hypertension portale, une insuffisance cardiaque, une thrombose veineuse, etc. En raisonnant par grand tête de chapitre, on arrive plus à s'en sortir. Alors, juste quelques petits détails. Les hémopathies. Donc les hémopathies, faites toutes les hémopathies tumorales, elles donnent des splénomégalies homogènes. Mais en particulier les leucémies, les syndromes myéloprolifératifs, vous le savez, surtout la maladie de Vaquez, et puis les lymphomes. Ça peut donner des splénomégalies homogènes. Donc vous mesurez la hauteur vraie, vous êtes interpellé par le fait que cette rate paraît grande, vous la mesurez en hauteur vraie, vous trouvez plus de 10 cm, il y a une splénomégalie. Les infections, toutes. Mais surtout, c'est pareil, les infections, vous pouvez toutes les retenir, mais quand même, il y en a quelques-unes qui sont réputées pour donner des grosses splénomégalies, vous les connaissez, il y a le palu, évidemment, il y a le VIH, la typhoïde, ça donne des grosses splénomégalies, les salmonelloses, les virus, et la mononucléose infectieuse, bien sûr. Et vous savez que la mononucléose infectieuse, c'est une des pathologies qui provoque des ruptures spontanées de la rate, parce qu'elle grossit, puis tac, elles seront spontanément. D'accord ? Donc voilà les principales, mais toutes les infections peuvent donner une splénomégalie. Évidemment, c'est un ganglion, la rate. Ensuite, l'hypertension portale. L'hypertension portale, c'est assez facile à en faire le diagnostic parce qu'elle est souvent associée à des signes d'hépatopathie chronique de l'autre côté, QS les cours que vous aurez là-dessus. Donc, quand on voit une grosse rate, on va voir le foie et on cherche des signes de cirrhose, évidemment. C'est la première des choses à faire. En plus, il y a d'autres choses qui peuvent se greffer sur une splénomégalie du HTP. Elle n'est plus tellement homogène, la splénomégalie. Il y a des petits dépôts hyper-échogènes, comme vous voyez sur les flèches que j'ai mises ici. Des tas de petites ponctuations hyper-échogènes qui correspondent à des corps de Gamma-Gandhi. Donc, c'est des dépôts d'hémosidérose, un peu... vous voyez, c'est ce que j'ai mis, c'est des nodules sidérotiques, parce qu'il y a eu plein de petits foyers hémorragiques, parce qu'il y avait une hypertension portale due à la congestion. Donc, toute splénomégalie due à une congestion, donc à une stase veineuse, ça peut provoquer des petits saignements intraspléniques, avec des réactions macrophagiques, avec des dépôts d'hémosidérine, des dépôts fibreux, et ça peut même se calcifier à terme. Et donc, ça donne cet aspect caractéristique en échographie, et ça donne cet aspect caractéristique en IRM aussi, où parce que vous avez des petits dépôts de fer, vous avez des tas de taches noires dans la rate. D'accord ? Donc ça va être une orientation pour une splénomégalie due à une congestion de la rate et non pas due à une surcharge. Okay ? Et puis là, vous voyez que, je ne vous l'ai pas montré en image échographique, mais je vous le montre en image IRM. Vous voyez qu'il y a clairement un foie d'hépatopathie chronique, donc on sait qu'on a une hypertension portale avec des corps de Gamma-Gandhi. Les désordres héréditaires, là, ça devient plus rare et plus compliqué. Il y a des tas de choses qui provoquent des splénomégalies, les hémolyses chroniques, les sphérocytoses héréditaires, les maladies de Gaucher, les amyloïdoses, ou amyloses, comme vous voulez. Donc tout ça, ça donne des énormes splénomégalies souvent, et il y a aussi parfois dedans des petites ponctuations, et en particulier l'amylose. Si vous voulez avoir un signe d'orientation, si vous trouvez des tas de petites ponctuations hyper-échogènes dans la rate, une splénomégalie, et qu'en plus le rein, il a cet aspect, c'est-à-dire avec un aspect hyper-échogène du cortex, pensez à l'amylose.
C'est un dépôt voilà, de protéines amyloïdes dans la rate et dans le rein et partout. Bon voilà, donc ces splénomégalie, comment s'en tirer? En la mesurant en hauteur vraie, et on raisonne en faisant l'échographie en se disant, bon, c'est une congestion, je cherche des signes de congestion, comment est la veine splénique, comment est le foie, est-ce qu'il y a des signes d'hypertension portale, est-ce que par hasard il y a des corps de Gamma-Gandhi à l'intérieur, donc est-ce qu'il y a des ponctuations hyperéchogènes, etc. Bon, je ne trouve rien pour la congestion, ça peut être une surcharge. Quel type de surcharge ça peut être? Est-ce que c'est des maladies métaboliques connues du patient, etc. Ou est-ce qu'il a une hémopathie? Est-ce qu'il a une infection virale? Est-ce qu'il a une infection bactérienne, etc., etc. Maintenant, les pathologies spécifiques. On quitte la rate reflet de ce qui se passe dans tout le corps, c'est-à-dire rate en tant que ganglion ou en tant qu'éponge branchée sur un réseau porte, donc avec un témoin de la pression dans le réseau porte, et on passe à qu'est-ce qui peut toucher spécifiquement la rate. Alors là, d'abord, il y a des choses simples, des choses qui tombent sous le sens dont on a déjà un peu parlé. Il y a les conséquences post-traumatiques d'une ablation de la rate ou d'une fracture de rate qui s'appelle la splénose. On ne peut pas ne pas en parler, c'est-à-dire qu'on va retrouver, par exemple ici dans l'hypochondre, un petit noyau ici à la place de la rate. Il n'y a plus de rate, mais il y a ça. Il faut penser à la rate, il faut penser que c'est des îlots spléniques qui ont regrossi après une splénectomie. Nous, on s'est fait avoir par ce cas-là. Ça, c'est un foie stéatosique, hépatopathie chronique. Là, il y avait une lésion hypoéchogène à la face postérieure du foie gauche, comme vous pouvez le voir ici. Elle était suivie pour une hépatite C chronique. On s'est dit, il y a un truc qui pousse à la face postérieure du foie. Ça pourrait tout à fait être un nodule suspect d'hépatocarcinome. On l'a biopsié et ça a répondu splénose. Personne n'avait pensé en RCP qu'il y a 15 ans, elle avait eu un AVP et elle avait eu une fracture de rate. Et en fait, la fracture de rate avait relargué des petits trucs dans le péritoine et ça se greffe. Les morceaux de rate se greffent partout, se revascularisent et repartent et refont des petites rates un peu partout dans l'abdomen. Vous pouvez en avoir partout, ça s'appelle la splanose. Et là, il y avait un morceau de rate qui s'était greffé à la face postérieure du foie. Bon, si on avait pensé à l'AVP et au fait qu'elle avait une fracture de rate, je ne suis pas sûr qu'on aurait quand même fait le diagnostic. Mais voilà, on n'y a pas du tout pensé. Après, quand on fait des échographies, des fois on ne la voit pas la rate. Alors quand on ne la voit pas, ça c'est facile. Soit il n'y en a pas, soit elle a été enlevée, donc pensez à demander à votre patient, soit c'est parce qu'elle s'est atrophiée, elle s'est auto-splénectomisée. D'accord ? Et qu'est-ce qui donne des atrophies majeures? La drépanocytose, la thalassémie, les polyglobulies, tout ce qui va donner des infarctus dans la rate à répétition, en particulier la drépanocytose. Donc, vous voyez un exemple ici où c'est un peu chaud quand même de voir la rate en échographie, parce qu'elle est toute petite et calcifiée. Donc elle a été infarcie plusieurs fois, ou elle a eu des infarctus à répétition. En général, il faut penser tout de suite à la drépanocytose. Un autre piège dont je vous parle, qui est une rareté que je n'ai jamais vue, moi, mais donc c'est pour ça que ça c'est des images que j'ai piquées dans la littérature, vous avez les références en dessous. C'est l'anomalie de localisation. Il y a des rates mobiles sur des pédicules mobiles. Ça s'appelle la wandering spleen, donc la rate migrante. Donc si vous ne trouvez pas de rate dans l'hypochondre gauche et que le patient vous jure ses grands dieux qu'on ne lui a jamais enlevé, qu'il n'a jamais eu d'accident de voiture, et vous avez le choix entre la génésie, mais cherchez-la ailleurs. Vous voyez ici, elle était au-dessus de la vessie. Puis là, regardez sur cet exemple au scanner, elle est là, ici. Là. On retrouve la rate comme elle est, mais elle n'est pas du tout au même endroit parce qu'elle se promène sur son pédicule. Alors ça, c'est pas inutile de le savoir parce qu'elle peut se tordre évidemment et elle peut faire des infarctus spléniques par volvulus du pédicule quand il est trop long. Il faut savoir que ça existe. Maintenant, passons à des choses plus carrées. Les lésions focales de la rate. Alors les lésions focales de la rate, il y en a deux grandes catégories. Il y a les kystiques. Alors, vous avez vu, je vous ai mis un truc, un petit émoticône, ça va, c'est cool. Et puis il y a les solides, et là c'est la galère. C'est-à-dire que quand c'est kystique, on s'en sort à peu près, on arrive à raisonner. Quand c'est solide, c'est beaucoup plus la galère parce qu'il y a beaucoup de choses qui donnent des nodules dans la rate, et on n'arrive finalement quasiment jamais à proposer un diagnostic unique. Enfin, sauf dans certaines situations qu'on va voir. Commençons par les lésions kystiques. Les lésions kystiques, c'est carré, c'est assez facile. Première chose, kystidatique, tout le temps. Kystidatique, kystidatique, kystidatique. Vous avez un kyste, kystidatique. Ça vient en tête de liste. Alors évidemment, même les gens qui n'ont jamais sorti de chez eux, etc., c'est moins probable, mais comme maintenant tout le monde traverse la planète en tous les sens, kystidatique.
Ensuite, vous regardez le contenu et la paroi. Si c'est un contenu épais ou s'il y a une paroi visible, à ce moment-là, il y a 4 diagnostics. Kyste épidermoïde, c'est en général asymptomatique, c'est chez des gens jeunes. Abcès, on est dans un contexte très particulier de douleur, de fièvre, donc on y arrive. Hématome, on est dans un contexte de traumatisme, de ponction, de mononucléose infectieuse avec rupture spontanée de la rate, ou de pancréatite aiguë avec hémorragique. Vous voyez, donc on est dans un contexte qui va nous y faire penser. Et le faux kyste, c'est pareil, c'est le contexte de pancréatite. Donc résultat, grosso modo, si vous avez quelqu'un qui va bien, qui est comme vous et moi, qui a votre âge, et qu'on fait une échographie et qu'on trouve un kyste dans la rate avec un contenu épais et une paroi, c'est avant tout un kyste épidermoïde. Les autres, ils sont symptomatiques. Il y a de la fièvre, il y a des douleurs, il y a un traumatisme, il y a des anticoagulants, il y a eu une pancréatite, etc. Et maintenant, le contenu est strictement anéchogène et il n'y a pas de paroi. De nouveau, kystidatique en premier, toujours. Mais après, ça peut être le kyste simple de la rate, un kyste, voilà, un kyste mésotélien, un kyste. Voilà, on peut avoir des kystes dans la rate. Le lymphangiome, kystique, et la péliose. Donc là, c'est facile, vous voyez un kyste. Grosso modo, s'il est uniloculé, c'est un kyste mésotélial, un lymphangiome uniloculé ou un kystidatique. Et s'il est multiloculé, ça devient un kystidatique ou un lymphangiome kystique. Et la péliose, c'est rare, Alors voilà, on va commencer. Un premier. On voit un beau kyste. Qu'est-ce que c'est? Il est anéchogène, il n'a pas de paroi. Vous en pensez quoi? Kystidatique en premier, et puis kyste mésotélial, par exemple. Un peu gros pour un kyste mésotélial. Alors, piège, d'accord? Quand vous voyez un kyste, c'est partout pareil, hein, en foie, en ovaire, en rein, machin. Faites un petit coup de Doppler. Voilà, ça c'est un anévrisme de l'artère splénique. D'accord? Voilà. Donc, commencez par éliminer les pièges, hein, les anévrismes des artères spléniques, et puis ensuite on passe vraiment au kyste. Alors voilà un kyste, qu'est-ce que vous en pensez de celui-là? Alors, en premier, kystidatique, ok? Il a des petites cloisons, des petites vésicules filles à la périphérie. Voilà, ça c'est un kystidatique, vous devez dire kystidatique. De toute façon, le kystidatique, vous devez le dire tout le temps. Sauf c'est voilà. Voilà un autre. Patiente, c'est une patiente jeune, 25 ans. Voilà, voilà une petite boucle vidéo qui vous montre qu'à l'intérieur, il y a du sédiment qui bouge. J'espère que ça passe. Ça passe pas très bien en fait, hein. Bon, vous imaginez qu'il y a un sédiment qui bouge. Alors, diagnostic? Kyste épidermoïde. D'accord? Je vous en montre un autre. Voilà, celui-là. Vous voyez, il a un contenu épais. C'est un kyste épidermoïde. Alors pourquoi il a un contenu épais, le kyste épidermoïde? Parce que l'épithélium, comme son nom l'indique, c'est un épithélium malpighien, l'épidermoïde. Bon, il n'est pas kératinisé, mais il est malpighien, donc il desquame, parce qu'il est à multicouche, comme tous les épithéliums malpighiens. Donc il desquame dans le kyste en permanence. Donc tout ça, c'est de la desquamation de l'épithélium qui revêt à la surface du kyste épidermoïde. C'est des inclusions embryonnaires au moment du développement de la rate. Il y a des inclusions de tissus, je ne sais plus lequel là d'ailleurs. C'est du mésothélium, je crois, et qui va former un épithélium malpighien qui va ensuite desquamer et qui va donner ces gros kystes totalement asymptomatiques et qui sont assez caractéristiques parce qu'ils sont remplis d'un sédiment. Et quand vous bougez le patient ou que vous appuyez un petit peu dessus, vous voyez le sédiment qui bouge et il n'y a pas de souci. Donc ça, c'est assez facile. Un autre cas, qu'est-ce que vous en pensez? Il est kystique, multicloisonné, avec des zones un peu plus échogènes, donc un contenu épais ou peut-être à paroi. Abcès et kystidatique. Mettez toujours le kystidatique. D'accord. Donc c'est un abcès. Et là, je vous rajoute qu'il y avait 39, des frissons, des douleurs dans l'hypochondre gauche, il n'y a pas de souci. C'est un abcès. Celui-ci. Alors si je ne vous donne pas de contexte, vous allez me dire kystidatique, vous allez me dire anévrisme, là vous allez faire du Doppler, non, ça n'en est pas, mais vous voyez que c'est près du hile, c'est à côté de la rate, donc qu'est-ce qui s'est passé? Et bien là c'est un hématome parce que ce patient a eu un AVP scooter. Bon, vous voyez, le contexte va nous faire penser tout de suite à ça, c'est pas très compliqué. Encore un autre, paroi épaisse, contenu hétérogène, pancréatite, faux kyste, d'accord? Voilà.
Donc les kystes, c'est assez simple. Quand ils ont une paroi ou un contenu, c'est le contexte qui nous le dit, et quand il n'y a pas de contexte, c'est un kyste épidermoïde. Après, si c'est une paroi en fractueuse et que des toutes petites lésions kystiques, on va plutôt parler d'une tumeur kystique. Mais là, je vous parle de kyste, hein, donc avec vraiment des parois fines, régulières, etc. Et celui-là, anéchogène, paroi fine, kystidatique, et ensuite, kyste simple, kyste mésothélial de la rate, un kyste quoi. Et enfin, troisièmement, un lymphangiome kystique uniloculé. Parce que les lymphangiomes kystiques, ils peuvent être multiloculés, mais ils peuvent avoir qu'une seule petite vésicule. On ne fera pas la diagnostic, on s'en fout, ça n'a aucune importance. Sauf le kystidatique. Je ne fais pas de suivi. Rien du tout. C'est banal de voir des kystes dans la rate et j'arrête là. Sauf s'il a été en Tunisie, mangé du mouton. Voilà. Ça c'est banal. Banal de chez banal, on s'en fout. C'est un kyste simple ou un lymphangiome kystique uniloculé. Dans les deux cas, on ne fait rien. Encore une fois, pensez au kystidatique. S'il y a le moindre doute, il faut faire une sérologie et puis l'interroger. C'est sûr que s'il voyage tout le temps en Amérique du Sud ou en Afrique du Nord et qu'il adore manger du mouton, il faut se méfier. Ça, c'est plein de kystes dans la rate. C'est des kystes. Alors, il y en a quelques-uns qui sont plus écogènes, mais on va dire que c'est tous des kystes. Donc des kystes multikystiques, enfin une formation multikystique dans la rate. Pensez à quoi? Kystidatique et lymphangiome kystique. D'accord? C'est pas compliqué, hein? Voilà, c'était un lymphangiome kystique. Voilà, donc si on se résume, vous avez tout ici, les lésions kystiques c'est assez facile, hein. Le contenu est épais, la paroi est assez régulière mais on la voit, c'est un kyste épidermoïde si c'est asymptomatique, c'est un hématome, un abcès, un machin s'il y a la clinique qui l'oriente, et il faut penser au kystidatique. Si c'est un contenu anéchogène sans paroi, c'est le kystidatique et le kyste mésothélial, le lymphangiome, et puis la péliose, je vous l'ai mis parce que ça fait partie des trucs, mais j'en ai jamais vu, je ne sais pas à quoi ça ressemble, mais ça doit faire des petites images kystiques toutes petites. Les images solides, alors là, galère. Là, on commence à ramer. Parce que les images solides dans la rate, eh ben, il y en a plein. Là, voilà la liste. Et encore, elle n'est pas limitative, je pense. Mais je me suis arrêté quand j'ai plus de place sur la diapo. Hein, donc, grosso modo, vous avez des choses bénignes. Beaucoup. Hein, vous remarquez quand même que la majorité, c'est des lésions bénignes. Alors, les kystes à contenu épais que vous ne voyez pas bouger, que vous confondez avec des choses solides, des abcès qui ne seraient pas collectés, par exemple. Des hémorragies, les hématomes qui ont un contenu épais. Après, vous avez les hémangiomes, les amartomes, les lymphangiomes, le SUNT, l'hématopoïèse extramédulaire. Vous avez l'angiome à cellules littorales. Vous avez quoi d'autre encore? Les corps de Gamma-Gandhi, mais ça c'est un petit peu calcifié. Puis vous avez les métastases, les lymphomes et les sarcomes de Kaposi. Et vous voyez qu'on retrouve à peu près la même liste quand c'est hypo et hyperécogène. Donc finalement, l'écogénicité, ça n'aide pas. Parce que toutes les lésions solides peuvent être hyper ou hypo. Donc ça n'aide pas du tout. Donc on est quand même embêté. Alors ça aide un peu. Il y a quelques raisonnements à tenir. Un raisonnement statistique avant tout. Fréquemment, même dans 98% des cas, quand on voit une boule dans la rate, c'est un hémangiome, un amartome ou un angiome à cellules littorales. Et puis, selon le contexte, abcès, hématome, comme on a vu. Tous les autres trucs, c'est des raretés. D'accord? Et puis, dans le contexte malin, métastase, lymphome, évidemment. Mais ça, c'est aussi le contexte qui aide. Et quand on n'a pas de contexte, c'est plus compliqué. Donc finalement, déjà, quand on trouve une boule, il faut penser amartome, enfin hémangiome par ordre de fréquence, hémangiome, amartome, angiome à cellules littorales, et puis métastase, lymphome. Et après, il faut se débrouiller avec ça. Et les autres trucs, c'est des raretés. Voilà. Alors, quand on commence à raisonner comme ça, déjà, on s'en sort un peu mieux. Je vous montre un exemple. Quand on est dans un contexte néoplasique, c'est assez simple. Vous voyez ici, en bas à gauche, c'est un poumon, un cancer du poumon. En bas à droite, c'est un mélanome. Et au-dessus, c'est un cancer du sein. Quand on trouve une boule comme ça dans la rate, dans un contexte de cancer du sein, de mélanome ou de poumon, le premier diagnostic, c'est que c'est une métastase. Il ne faut pas y chercher midi à 14h. En plus, vous pouvez faire un TEP et vous voyez là tout de suite que c'est confirmé. Donc, voilà, premier diagnostic, métastase. Dans un contexte néoplasique. Pas de contexte néoplasique,
Lésion unique. Ça ressemble un peu à ce qu'on a vu précédemment. Donc ce n'est pas l'aspect échographique qui nous aide, c'est le raisonnement. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Par argument de fréquence, si on n'est pas dans un contexte néoplasique, c'est probablement pas une métastase, donc on passe dans les lésions bénignes. Et quelle est la lésion bénigne la plus fréquente de la rate? L'angiome. D'accord? Donc on va dire que c'est un hémangiome. Voilà. Oui? Oui, la rate, à côté. Non, non, la rate. Mais la rate, elle ne change pas beaucoup d'écogenicité. Hein. Pas comme le foie, elle est pas sujette à la stéatose. Évidemment, si elle est pleine d'amylose ou de corps de gamme Gandhi, etc., ça va être plus compliqué. Mais sinon, la rate, on prend la rate comme référence. Tout simplement. Ça, c'est un peu... Mais ça aide pas, de toute façon. Que ce soit hypo ou hyperécogène, c'est les mêmes causes. Un angiome, là, je vous l'ai mis un peu hyperécogène, mais il pourrait être hypoécogène, ce serait quand même un angiome. Ça pas du tout, les angiomes spléniques n'ont pas du tout le même comportement que les angiomes hépatiques. Pas du tout. Ils peuvent être hyper ou hypo. Les angiomes hépatiques aussi, vous allez me dire. Après, si on fait un scanner, ils ne vont pas avoir de rehaussement en mode périphérique avec un rehaussement centripète. Non, ils vont avoir un rehaussement diffus ou un rehaussement en couronne. Ils ne se comportent pas du tout comme les angiomes hépatiques. Donc par argument de fréquence, c'est un angiome. Maintenant, je vous en montre un autre. Celui-là. Vous pouvez avoir du Doppler, du signal de vaisseau au Doppler dans un angiome splénique, vous n'en avez pas dans un angiome hépatique. Celui-là, c'est quoi? Pas de contexte onco, donc a priori pas une métastase. Donc, angiome ou amartome? On ne sait pas. L'angiome c'est fréquent, l'amartome c'est rare. L'amartome c'est du tissu splénique dans du tissu splénique. Hein. On ne sait pas. On ne sait pas. On dit angiome ou amartome, de toute façon c'est pas grave, c'est bénin. Donc l'angiome, il faut savoir, donc c'est la tumeur bénigne la plus fréquente. C'est unique, ça peut être multiple, donc ça complique les choses. Et puis après, il y a évidemment statistiquement, quand l'angiome est caverneux, il est plutôt hypoécogène, avec des plages kystiques, et quand l'angiome est capillaire, il est plutôt iso ou hyperécogène. Mais grosso modo, donc vous avez des angiomes hypo et des angiomes hyper, c'est bien ce que je dis. Il est rond, régulier, avec des limites nettes, mais parfois moins nettes, enfin bon, c'est compliqué. L'amartome, ce qui s'appelait dans le temps splénome aussi, c'est plus hypervascularisé que l'angiome. Donc on peut parfois, quand on est en imagerie avec de l'injection de contraste, dire c'est très hypervascularisé, je pense plutôt à un amartome qu'à un hémangiome. Mais en échographie, c'est la même chose. D'accord? C'est unique le plus souvent, mais bon, les hémangiomes, ça peut être unique aussi. C'est homogène, c'est légèrement hypoécogène, mais un angiome aussi. Encore un autre truc. Lésion unique, pas de contexte onco. Qu'est-ce que c'est que ce truc? On va dire que ce n'est pas une métastase. On n'est pas dans un contexte d'hémopathie, il n'y a pas d'autres adénopathies, on va dire que ce n'est pas un lymphome. Donc on est plutôt dans quelque chose de bénin. Qu'est-ce que c'est? Encore une fois, par argument de fréquence, un angiome ou un amartome. On ne sait pas. Voilà, donc surtout angiome et amartome. Alors il y a quand même d'autres choses qui vont venir. Regardez celle-là, ça c'est juste une image, une histoire de... Voilà. Lésion hyperéchogène, angiome, amartome, pas de contexte oncologique, etc. Je ne sais, c'est pas un dossier à moi, c'est un dossier qui vient de Suisse, et je crois, je ne sais même plus qui me l'a donné. Et voilà, il a été biopsié pour je ne sais quelle raison, probablement qu'il était un peu inquiétant ou qu'il y avait peut-être un contexte onco, je ne connais pas le patient. En tout cas, voilà ce que c'était, l'hématopoïèse extramédulaire. Vous voyez, quand je vous dis c'est la galère, les images solides de la rate, c'est de la galère, parce qu'on ne sait jamais ce que c'est et l'échographie ne va pas faire le diagnostic. Simplement, on va faire des raisonnements statistiques. Donc amartome, angiome, et puis le jour où c'est pas ça, on se trompe. Maintenant, si les lésions sont multiples, c'est un tout petit peu plus facile. Parce que si les lésions sont multiples, je vous ai dit que les angiomes peuvent être multiples, mais grosso modo, on retombe sur des causes qui sont plus courantes. Donc quand c'est malin, un contexte malin, c'est les métastases, les lymphomes, les sarcomes de Kaposi. Et dans les lésions bénignes, ce qui donne des lésions multiples, c'est les granulomatoses, comme la sarcoïdose, les angiomes à cellules littorales, des lésions infectieuses, des micro-abcès, bien sûr.
Donc les lymphomes, revenons aux lymphomes. Dans un contexte lymphomateux, de lymphome, la rate est très souvent atteinte. Par contre, la rate lymphome splénique isolée, c'est très très rare. D'accord ? Donc ça veut dire que quand on est dans un contexte, si on voit des tas de nodules dans la rate, hypoéchogènes, il faut aller chercher s'il n'y a pas des ganglions ailleurs, même à l'échographie, hein, vous passez l'échographie sur le rétropéritoine, vous allez en voir. Et puis, le lymphome, retenez qu'il va avoir deux raisons, je vous l'avais cité tout à l'heure dans les splénomégalies homogènes. Donc le lymphome, il peut donner soit des atteintes microscopiques qui ne vont pas se voir et qui vont donner une splénomégalie homogène, soit des atteintes macroscopiques dans la rate et plein de nodules dans la rate, et ça va donner une splénomégalie bourrée de nodules hypoéchogènes. Voilà, ça c'est le lymphome. Alors je vous en montre des exemples. Alors il ne faut pas hésiter à changer de sonde et à passer à la sonde superficielle. Et vous voyez une rate qui paraît très hétérogène en basse fréquence, assez grosse. Vous passez à la sonde superficielle, qu'est-ce que vous voyez? Des tas de plages hypoéchogènes partout. Mais ça fait évoquer avant tout un lymphome. Ça, en l'occurrence, c'était une maladie de Hodgkin. Je vous en montre un autre. Des tas de plages hypoéchogènes partout. Et puis quand vous cherchez ailleurs, ça c'est le foie, ça c'est la vésicule biliaire. Là, il y a une grosse adénopathie le long du rétropéritoine derrière le foie. C'est donc un lymphome. Alors ça, c'est un lymphome non hodgkinien. Encore un autre exemple. Plein de nodules hypoéchogènes partout dans la rate. C'est un lymphome. D'accord ? Maintenant, les nodules, ils ne sont pas hypo, ils sont hyperéchogènes. Qu'est-ce que c'est que ces trucs-là? On les voit des fois, des tas de petites plages comme ça, et il n'y a pas de contexte de lymphome, il n'y a pas d'adénopathie nulle part. C'est plutôt hyperéchogène, moins hypoéchogène. Ça, c'est un truc à connaître. C'est les angiomes à cellules littorales. C'est pas si rare que ça, c'est très spécifique de la rate. Voilà, c'est comme ça, les angiomes à cellules littorales. Je crois que j'ai mis un petit mot pour expliquer ce que c'est. Voilà. C'est une pathologie bénigne rare de la rate, d'accord ? C'est une prolifération de cellules de la paroi des sinus de la pulpe rouge, d'accord ? C'est spécifique de la rate et ça donne de multiples nodules échogènes dans la rate, qui est augmentée de volume comme toujours. Voilà. Mais ça va être compliqué, mais si vous ne le connaissez pas, vous ne l'évoquerez jamais. Donc quand vous voyez plein de boules dans la rate, c'est un lymphome. Mais quand c'est hyperéchogène et qu'il n'y a pas de contexte d'adénopathie, etc., comme le lymphome primitif de la rate, c'est rare et qu'en plus c'est rarement hyperéchogène, pensez à l'angiome à cellules littorales, qui est une maladie spécifique de la rate, qui n'est pas grave. Hein, mais le problème, c'est que si on est dans un contexte onco, etc., on ne peut pas faire ce diagnostic, il faudra faire une biopsie, et c'est la biopsie qui donnera le contexte. Un autre exemple, des rates, plein de nodules hypoéchogènes à l'intérieur, fléchés, qu'est-ce que ça peut être? On dirait lymphome. Non, c'est une sarcoïdose. Vous voyez ? Donc il faut avoir la gamme diagnostique et puis penser en fonction du contexte. Si on vous dit que le patient est suivi pour sarcoïdose et que vous trouvez ça, sachez que la sarcoïdose, ça donne des nodules dans la rate. Voilà. Alors, pour terminer, dans la rate, il y a des choses qui sont plus faciles quand on fait de l'échographie. On trouve toujours parfois ces rates ponctuées de plein de calcifications. Bon, je vous ai parlé d'un truc tout à l'heure, c'était les corps de Gamma-Gandhi. Je vous ai parlé aussi de l'amylose qui pouvait donner ça. Donc, je vous ai fait une diapo qui récapitule un peu tout ce qu'il faut penser quand on voit toutes ces calcifications disséminées dans la rate. Donc, d'abord, les corps de Gamma-Gandhi. Et je vous ai dit que ça se produisait chaque fois qu'il y avait une congestion splénique, donc une splénomégalie par congestion. C'est-à-dire chaque fois qu'il y a des petits saignements dans la rate, donc c'est l'hypertension portale, mais ça peut être aussi la thrombose veineuse, ça peut être aussi l'insuffisance cardiaque. Et puis les autres causes, c'est tout ce qui va faire saigner dans la rate, donc les petits infarctus, donc la drépanocytose, les anémies hémolytiques, etc. L'hémochromatose, c'est via l'hépatopathie chronique, je pense. Ensuite, il peut y avoir des infections qui laissent des cicatrices dans la rate, et en particulier les micro-abcès anciens, et puis la cysticercose. Et puis, on peut retrouver des granulomes calcifiés dans les pneumocystoses, les sarcoïdoses, les tuberculoses, les histoplasmoses, etc. Donc là, vous avez une liste, mais souvent, c'est des cicatrices, tout ça. Donc, c'est pas très grave. Voilà, je vous remontre les corps de Gamma-Gandhi que je vous ai montré tout à l'heure. Bon, vous voyez, j'essaye de ne pas faire catalogue, de structurer, mais bon, la rate, c'est comme ça. Alors, maintenant, il y a quelques situations cliniques. La rate douloureuse. Quelqu'un qui arrive avec une rate douloureuse. Vraiment, j'ai des douleurs dans l'hypochondre gauche, spécifiques de l'hypochondre gauche. S'il y a de la fièvre, vous devez penser à un abcès. S'il n'y a pas de fièvre, bon, évidemment, s'il y a eu un traumatisme,
Ok. Et s'il n'y a pas eu de traumatisme, il faut penser à des infarctus ou des infarcissements de la rate ou à des ruptures spontanées de la rate. Je rappelle que la mononucléose infectieuse, par exemple, donne des ruptures spontanées. Donc après, il faut chercher les causes d'obstruction d'une veine qui pourrait donner un infarcissement, donc une splénomégalie douloureuse parce que rapide. Et donc vous avez toutes les causes qui peuvent obstruer par exemple la veine splénique. Vous avez la pancréatite aiguë, l'adénocarcinome, les troubles de coagulation, la drépanocytose, etc. Le traumatisme pour finir, donc le 4e grand chapitre de ce cours, c'est le traumatisme splénique. Donc on a vu la rate en tant que reflet des pathologies diffuses, on a vu la rate, les malformations qui font penser qu'il faut chercher d'autres choses, et puis les petites choses du genre les atrophies, les agénésies, les rates mobiles. On a vu les pathologies spécifiques de la rate. Le kyste, on s'en sort à peu près. Les lésions solides, c'est toujours la galère, et finalement on fait un raisonnement statistique en fonction du contexte clinique, mais très peu en fonction de l'aspect de l'image. Et finalement, et sauf quand c'est multiple, à ce moment-là c'est quand même le lymphome avant tout, et puis les métastases, et puis l'angiome à cellules littorales. Et puis maintenant, on arrive dans le 4e grand chapitre, qui sont les traumatismes spléniques. Alors, il peut y avoir des fractures, des lacérations, des hématomes intraparenchymateux, des hématomes sous-capsulaires. Ce qu'il faut savoir, c'est que la sensibilité de l'échographie, elle n'est que de 69%. Parce que le sang frais, quand il se répand dans la fracture de la rate, il a exactement la même écostructure que la rate elle-même. Donc, résultat, c'est extrêmement difficile pour tous ceux qui font de la fast échographie là, dans les polytros et qui font l'échographie soit dans le camion du SAMU, soit dans la salle de réanimation ou de réveil, il ne faut pas vous attendre à trouver des fractures de rate. Il faut vous attendre à trouver de l'épanchement dans le ventre. De toute façon, la fast écho, c'est y a-t-il du sang dans le bide. Grosso modo, c'est tout. Et regardez autour de la rate, regardez autour du foie. Si vous trouvez du sang autour de la rate, si vous trouvez du liquide autour de la rate, c'est qu'il y a un signe indirect peut-être de traumatisme splénique. Mais c'est rare de voir la fracture elle-même parce qu'elle est très difficile à voir. Et d'ailleurs, la sensibilité, vous voyez, 69%, c'est déjà pas mal, je trouve. Alors après, il y a des moyens d'améliorer ça, par exemple d'utiliser les produits de contraste échographique. Je vous montre juste un exemple. Bon, voilà, quand c'est vraiment explosé, ça se voit à l'écho quand même, heureusement. Mais quand c'est moins explosé, ici, cette rate, elle est fracturée, ça ne se voit pas. D'accord ? Mais après injection de produits de contraste, comme on rehausse le parenchyme, les endroits où il y a du sang, donc il n'y a plus de vaisseau, on les voit. Donc on voit le trait de fracture ici, on voit une contusion ici. D'accord ? Donc l'injection de produits de contraste, ça peut faciliter. Donc si vous n'avez pas le scanner à bout du couloir, et que de toute façon les polytros, ils passent tous au scanner, mais si vous ne l'avez pas, et que vous avez vraiment un ennui parce qu'ils se déglobulisent, vous ne savez pas d'où, vous ne voyez pas la rate, enfin vous voyez une rate normale, vous pouvez faire une injection de produit de contraste et repasser sur la rate, et là ça va se voir très facilement. Ça c'est plutôt pour vous, comme j'ai laissé le document, parce qu'évidemment ça ne va pas être pour lire tout de suite, mais voilà un peu l'arbre de décision du cours que je vous ai fait. Ça parle des images kystiques, donc vous faites du Doppler pour aller éliminer l'anévrisme. Et puis ensuite, une fois que le Doppler, ce n'est pas un anévrisme, vous avez les parois fines à contenu anéchogène, c'est ce que je vous ai dit, uniques ou multiples avec les diagnostics. En zone d'anonymie, évidemment, le kystidatique. Et puis les parois visibles et à contenu épais, vous avez les différents diagnostics. Et je vous ai fait le même arbre de décision concernant les lésions solides. Contexte néoplasique, on va voir les métastases, les lymphomes, les sarcomes, etc. Et puis contexte non néoplasique, si c'est multiple, c'est la même chose, plus les angiomes à cellules littorales, le sarcoïdose, etc. Et si c'est unique, ce sera plutôt l'hémangiome ou l'amartome et puis les raretés. Voilà, mais ça, c'est pas pour lire tout de suite, mais c'est pour lire quand vous aurez la tête reposée avec les documents en main. Voilà, est-ce que vous avez des questions sur ce cours difficile qui est la pathologie splénique à l'échographie ?